Après que papa m'ait interdit de recevoir mon héritage pendant le dîner de Noël, Anna Williams a fait la liste de Forbes. Les couverts tintaient délicatement contre la porcelaine tandis que l'arôme de la dinde rôtie se mêlait au pain de l'arbre voisin. Les Noëls pittoresques passés au ranch de mon père au Texas étaient toujours capturés sur film. Des bougies illuminant le manteau de cheminée, un feu rugissant dans l'âtre en pierre, et des verres de vin reflétant la lumière. Cela rayonnait l'amour et la famille pour quiconque passait par là. J'avais l'impression d'être sur le plateau d'un drame auquel je n'avais pas ma place. 7 longues années s'étaient écoulées depuis que j'avais posé le pied dans ma propre maison pour la dernière fois. Il y avait eu 7 années de conversations téléphoniques abruptement interrompues, de vacances où personne ne répondait, et de longues périodes où je me convainquais que je n'avais pas besoin de revenir, assise en face de l'homme dont l'influence sur ma vie je n'avais jamais parlé. Je me retrouvais à la longue table en acajou. Anna Williams est de mon nom. L'armée des États-Unis me compte comme colonel, et j'ai 35 ans. Je me sentais plus comme une étrangère que comme une fille cette nuit-là, alors que je tenais un couteau et un plat de dinde, comme à son habitude. Mon père Charles Williams prit sa place en bout de table. Son langage corporel était immobile, et son regard intense avait le pouvoir de faire taire n'importe quel public. Steven, mon frère aîné, s'appuyait dans sa chaise à côté de lui, exsudant une aura de confiance en soi que l'on ne pouvait trouver que chez ceux élevés pour assumer des positions d'autorité. J'avais traversé le pays dans un véhicule gouvernemental et l'avais caché dans une rue latérale, des bottes. Un jonc et un simple pullover étaient mon choix de tenue, rien pour montrer le fardeau que je portais, pas de décoration, pas d'uniforme, rien. Je l'avais fait exprès, ma famille aurait dû pouvoir me voir pour qui j'étais, pas pour le grade cousu sur ma poitrine. Mon père hochait la tête avec une satisfaction mesurée tandis que Steven se vantait de contrats et que mes cousins cancanaient sur qui entrait dans quelle université, bien que je répondais quand on me le demandait. Je n'ai jamais une fois étendu une invitation à contribuer. Je glissais délicatement ma fourchette dans la purée de pommes de terre, en partie attentive et en partie me rappelant toutes les raisons pour lesquelles j'avais refréné. Mon père musela son prochain mouvement, le silence revint. Il ne leva pas son verre pour porter un toast, mais pour proclamer, aussi froid qu'une brise s'infiltrant par la porte, sa voix trancha à travers la chaleur de la pièce. « J'ai pris ma décision, dit-il, fixant son regard directement sur moi pour la toute première fois ce soir-là. Steven possédera l'entreprise et le domaine à partir d'aujourd'hui. Le testament ne t'inclut pas, Anne. » Un silence instantané et oppressant enveloppa tout, comme s'ils anticipaient une éruption, une supplication, ou quoi que ce soit d'autre. Je pouvais sentir le regard de mon père aller et venir entre nous. Au lieu de lever les yeux, je coupais la dindé sur mon assiette et mis une bouchée dans ma bouche, comme si rien n'avait été dit. Je détectais à peine la chair délicate infusée d'herbe. Avec une main ferme, je mâchais lentement et méthodiquement. J'avais traversé des embuscades, des échanges de tirs, et des soirées où des tirs traçants illuminaient le ciel. Comparé à cela, ce champ de bataille n'était pas différent des autres. La même vieille guerre, avec de nouvelles armes. À cette table, personne ne connaissait la réalité de mon identité. Je ne suis pas prête pour l'instant. Même si je restais composée ce soir-là à la table, un souvenir me faisait mal comme une ancienne ecchymose qui ne guérirait jamais. J'étais déjà habituée à la manière définitive et sans compromis dont les commentaires de mon père tombaient. Ce n'était qu'une réitération de mon éducation. Je n'eus aucun mal à comprendre ma place dans la hiérarchie de mon père quand j'étais petite fille. Mes frères, Steven et Michael, étaient traités comme des rois chaque samedi. Ils s'habillaient de leurs plus beaux atours et l'accompagnaient au siège de l'entreprise, où ils se penchaient, posaient une main lourde sur leurs épaules et leur parlaient comme s'ils portaient déjà l'avenir. Ma mère me donnait un tablier et m'ordonnait d'aider à pétrir le pain ou à mettre la table tandis que je les regardais partir par la porte d'entrée, leurs chaussures brillantes claquant sur le porche. Ma mère me regardait avec résignation plutôt qu'avec haine, en murmurant « Aide-moi avec les biscuits, Anna ». Elle transmettait le silence jusqu'à moi de son éducation dans un foyer tranquille. Dans le bureau, les hommes fumaient des cigares et débattaient des affaires et des tendances du marché, des possibilités d'un côté et des attentes de l'autre. C'était comme si mon père avait tracé une ligne invisible à travers la maison. Je lui ai parlé de West Point quand j'avais 17 ans. Même si j'étais nerveuse, mon cœur était plein d'optimisme. « Tu as les notes.
la discipline et le leadership, m'avait dit mon conseiller d'orientation. Porter cet uniforme gris de cadet me faisait penser que peut-être, juste peut-être, il me verrait sous un nouveau jour. Il n'hésita pas. Il ne devrait y avoir aucune place pour les femmes au combat. Son ton était si décontracté qu'il semblait être une écriture sainte, affirma-t-il. Tu te marieras avec un pourvoyeur, pas en poursuivant des armes et des accolades, mais c'est la vie que tu devrais mener. Je sentis ma mâchoire se serrer tandis que j'essayais de protester, mes mots s'étouffant sous son regard intense. Après que tout le monde soit allé se coucher cette nuit-là, je rassemblai une vieille valise, même si elle avait une poignée effilochée et une fermeture éclair coincée. Elle contenait ma seule possession, des vêtements. Chaque pas était plus dur que le précédent, mais je me souviens encore de la lumière du porche qui brillait sur moi, tandis que je la traînais sur le gravier. Personne ne m'a suivi quand je suis partie, absolument pas mon père, aucun de mes frères, et ni ma mère. Cette nuit fatidique, j'ai réalisé ce que cela faisait d'être abandonnée par sa propre famille. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait un serment solennel que toute exposition publique de moi devrait être entièrement volontaire. J'ai appris le sens du vrai test à West Point, mais quitter la maison avec cette vieille valise était le début. L'incertitude imprégnait l'école dès l'instant où j'y ai posé le pied. Bien que non exprimée, elle persistait dans les regards et les murmures des étudiants plus avancés. Elle est éphémère. Dans une certaine mesure, ils avaient raison. J'ai failli être écrasée pendant ces premiers mois parce que je refusais de lâcher prise. Je grimpais aux cordes jusqu'à ce que mes mains saignent et que ma chair se déchire, tandis que mes bottes martelaient la terre. Je courais sur des pentes gelées à minuit, mes poumons en feu. Mon corps me combattait à chaque pas. La tenue était lourde, plus que du simple tissu, et elle était douloureusement serrée sur mes épaules. Elle portait le poids de devoir démontrer ma valeur à la fois pour eux et pour moi-même. Quand les autres se moquaient de moi dans la salle à manger, j'ai appris à me taire et à me redresser quand ils doutaient de ma capacité à suivre. Progressivement, j'ai pu faire plus que suivre. J'ai pris la tête. Je n'ai pas obtenu l'admiration pour mes talents oratoires, mais plutôt pour le sang, la sueur et les ecchymoses violettes que j'ai acquises sur le terrain d'entraînement. J'avais grandi de la fille qui se faufilait dans la nuit avec un sac au moment où j'ai obtenu mon diplôme en tant qu'officier assermenté. J'étais engagée à servir. Tout ce que j'avais cru sur le monde avant le déploiement a été brisé. Il n'y avait pas d'école dans le désert, la poussière. Le feu et la peur mijotaient tous dans ce creuset. Les jours se fondaient dans les nuits, et le bruit sourd des hélicoptères contre l'horizon est devenu le rythme de ma vie. Le sergent Miller et moi nous sommes rencontrés là-bas, un homme aux yeux fatigués qui trouvait quand même l'humour pour rire autour des feux de camp. Il était plus âgé que moi. Il est devenu le frère inébranlable et franc que j'avais toujours souhaité, ensemble. Nous avons traversé des échanges de tirs, partagé des rations quand les provisions étaient courtes et murmuré des pensées réconfortantes de la maison lors des nuits les plus sombres. Cependant, les liens n'importent pas à la guerre. Dans une tentative pour libérer des otages, toute l'opération a sombré dans le chaos en un instant. L'air a été déchiré par l'explosion des tirs. Miller me plaqua contre un mur après que j'ai entendu un craquement audible et vu un nuage de fumée. Il a été touché par des tirs destinés à moi. Le sable fut taché de sang tandis qu'il s'effondrait à mes pieds. Même en le portant hors de la structure, je réalisais que je ne pouvais pas combler le vide qu'il avait créé. J'ai porté cette douleur avec moi depuis lors, pas comme une faiblesse, mais comme la force motrice derrière ma poursuite implacable de la victoire, un leadership précis et une planification méticuleuse. Pas toutes les cicatrices guérissent. Vous pouvez en utiliser certaines comme guide pour avancer, plus que mon équipement. Je portais le corps de Miller. Je suis revenue à la maison en portant le poids de la perte de ceux qui n'ont pas survécu au voyage. Je me sentais comme une étrangère sur une terre civile après avoir quitté l'armée, qui m'avait donné un but et m'avait forgé à travers le feu. Je croyais naïvement qu'après toutes ces années loin, la maison aurait une nouvelle ambiance. Tandis que je naviguais les plaines plates du Texas dans un ancien jeep de l'armée, le moteur grognait à chaque mille. Comme des souvenirs persistants, la poussière me suivait partout où j'allais. Je ne portais pas mon uniforme quand je suis arrivée à la propriété de mon père. J'ai sécurisé les rubans, les médailles et les bottes brillantes. Ma tenue consistait en un simple sweater, un pantalon et une paire de bottes en cuir usé, des vêtements qui dissimuleraient le grade brodé sur mon nom. Je préférais qu'il ne voie pas un colonel,
J'espérais qu'ils pourraient encore voir leurs sœurs, leurs filles et leurs parents de sang. L'air était épais. Pourtant, l'odeur du bois de cèdre et des épices persistait à l'intérieur de la maison. Le rire des convives montait et descendait comme une marée incontrôlable. La voix de Steven noyait toutes les autres. Mon père rayonnait de plaisir tandis qu'il parlait de la croissance de l'entreprise et de nouvelles conquêtes de marché. Les autres se penchaient en avant, hochaient la tête et levaient leur verre de vin en admiration, comme un espace vide dans un cadre photo. Je m'asseyais à l'extrémité de la table, invisible pour tous les autres. Ils ne me considéraient pas comme une conteuse digne d'être écoutée. J'étais celle qui avait disparu après avoir rejoint l'armée et passé des années dans des déserts de l'autre côté du globe. Leur sourire courtois masquait la déception dans leurs yeux quand ils l'appelaient service. Ensuite, Emily parla, la nièce de 13 ans, qui s'agitait dans sa chaise avec de grands yeux, remarqua l'anneau simple que je portais encore à mon doigt. Parlant doucement à tante Anna, elle dit « Où l'as-tu eu ? Ça ne ressemble pas au bague de maman ?» Son interrogation résonna à travers la pièce, surpassant même le bruit d'un toast. Pendant un instant, tout le monde me regarda. Je pouvais sentir leurs yeux vigilants sur moi, mais tout ce que je pus faire fut un petit sourire et un léger secouement de tête. Ce n'est qu'un rappel, dis-je. Rien de plus. Émilie continuait à me fixer, comme si elle essayait de déchiffrer un mystère que personne d'autre parmi nous n'osait demander, mais cela passa, les profits. Les promotions et les possessions étaient les sujets vers lesquels la conversation revint, assise là en silence. Je pouvais presque distinguer le bourdonnement statique des gens qui parlaient. Cela n'avait jamais semblé si bondé dans la maison de mon enfance. Pourtant, je ne m'étais jamais sentie si isolée. Les mots continuaient à tourbillonner autour de moi, m'engloutissant comme un nuage de fumée. Comme je le faisais avant une mission, je m'asseyais en silence et laissais leur voix m'envelopper tandis que je me stabilisais. « Calme-toi, regardez devant toi et sois patiente. » Juste survivre à la soirée semblait être ma seule chance de survivre. Cependant, mon père avait d'autres idées. Il leva son verre. Le bruit fut interrompu par le son de son tapotement sur le bord en argent, semblable à la façon dont les troupes se mettent au garde-à-vous immédiatement quand leur leader parle. L'attention de tous fut attirée vers lui. Toute pièce qu'il entrait était immédiatement soumise. L'ironie dans sa voix persistait même alors qu'il entrait dans la soixantaine tardive. Ses mots étaient imprégnés de conviction tandis qu'il balayait la table du regard et se fixait finalement sur moi. Son attitude était décontractée et facile, comme s'il allait juste parler d'affaires. « Anna !» Il s'arrêta non pour réfléchir, mais pour aiguiser l'épée, Steven héritera de l'entreprise, du domaine, des actifs, de toutes. Il est l'avenir de cette famille. Les mots s'abattirent comme un marteau, et pendant un moment personne ne bougea. Puis Steven s'appuya dans sa chaise, un sourire jouant sur ses lèvres. Le genre de sourire que l'on obtient quand le résultat est toujours assuré. Dans son entourage immédiat, plusieurs oncles et cousins lui donnèrent le traitement silencieux, levant leurs verres en accord comme s'ils avaient anticipé ce verdict depuis un certain temps. Ma mère, quant à elle, détourna son regard de moi et tripota le bord de sa serviette, tournant le tissu comme si elle essayait de cacher sa gêne. La vague de leur jugement m'envahit tandis que je restais ferme, sachant qu'ils me voyaient pour ce que j'étais vraiment. Une fille qui s'était égarée trop loin, qui avait sacrifié ses années pour l'armée plutôt que pour le nom de famille, et ils me voyaient comme rien de plus qu'une branche mal placée sur un arbre qu'ils avaient déjà décidé de tailler. Avec des doigts calmes et fermes reposant sur la poignée du couteau, je coupais délicatement la dinde sur mon assiette, pris une bouchée et la mâchais lentement. Il y eut un silence complet par la suite, mais ce n'était pas le mien à prendre, c'était le leur. Le poids de leur propre malaise pressant vers le bas, faisant halléter tout le monde dans la pièce. Le silence fut rompu non par ma voix, mais par le bruit d'une chaise raclant le sol. Richard, un ami de longue date de mon père, se leva lentement tandis que je m'asseyais calmement à travers la tempête, refusant de révéler une réalité que personne n'était prêt à entendre. « Charles, dit-il, sa voix sereine mais perçant à travers la morosité, il y a quelque chose que toi et tout le monde ici devriez voir avant de célébrer l'héritage de ton fils. » L'homme avait des épaules larges et une posture qui parlait d'une vie entière de discipline dans la Navy. Je me souvenais de lui des dîners d'enfance, quand il glissait des bonbons au beurre écossais dans mon assiette quand personne ne regardait. Il sortit son téléphone de sa poche, toucha l'écran et augmenta le volume.
Au milieu du doux tintement des couverts, la pièce fut remplie du jingle distinct de la diffusion en direct de CNN. Sur l'écran, un reporter se tenait devant le Pentagone et la bannière en bas indiquait « Breaking News ». Tout le monde le regarda tandis qu'il levait le téléphone haut dans les airs, la lueur de l'écran projetant un projecteur dans la pièce. Colonel de l'armée des États-Unis Anna Williams, récipiendaire de la médaille d'honneur. Les mots semblaient surréalistes même pour moi. J'avais espéré que cette nuit ne serait pas associée à cette partie de moi. Mais Richard avait tiré le rideau. La diffusion continua, avec mon nom clairement prononcé et des images de la cérémonie plus tôt cette semaine. Le général se tenait au salut, et le secrétaire de la Défense épinglait la médaille sur mon uniforme. Tout était clair comme de l'eau de roche et inamovible. La pièce devint silencieuse. Le sourire caractéristique de Steven vira au rouge et au tendu, comme si son cœur avait été arraché. Ma mère lâcha sa serviette, ses yeux se remplissant de larmes, et ses lèvres tremblaient de peur. Mon père, Charles Williams, qui était normalement fort et inflexible, pâlit et fut incapable de parler. Puis, la voix haute et authentique d'Emily perça, « Tanta Nahaleta », ses yeux grands ouverts d'émerveillement. « Tu es une héroïne ». Je me redressai pour la première fois ce soir-là, rencontrant leurs regards sans fléchir. Ma voix était basse et ferme. Mais elle résonna comme un coup tandis qu'elle traversait la table. « Je n'ai fait que mon devoir », expliqua AJ. Les yeux d'Emily s'illuminèrent d'étonnement tandis que les autres étaient stupéfaits dans l'incertitude. À cet instant précis, le pouvoir de la pièce changea de main. Il n'était plus tenu par l'homme en bout de table, il était tenu par moi. La femme qu'ils ne pouvaient ignorer, le soldat qu'ils avaient effacé, et la fille qu'ils avaient rejetée. Mon père se leva soudainement. Sa chaise claquant contre le sol en bois dur, il ne dit rien à personne d'autre, ne leva plus son verre, évita Steven entièrement, fixant directement mes yeux, silencieusement. Il se tourna et se dirigea vers le couloir, ses pas maladroits et ses épaules plus tendues que je ne les avais jamais vues. Il s'arrêta, regarda en arrière une fois, et me fit signe de le suivre. Je me levai lentement, les autres s'écartèrent en silence, leur fanfaronnade dépouillée. Je le suivis dans son bureau, la même pièce où j'avais été interdite d'entrer enfant, celle où les décisions sur l'héritage et les affaires de ma famille étaient prises derrière des portes closes. Dès que la lourde porte en chêne se ferma derrière nous, il n'y eut soudain plus que nous deux. « J'avais tort, dit-il. Que Dieu me vienne en aide. Pour la première fois de ma vie, mon père ne semblait pas plus grand que les murs qui l'entouraient. Sa voix, autrefois forte et commandant, commença à trembler. Je ne voyais pas, debout en face de lui. L'abîme entre nous semblait plus grand que les années que nous avions perdues. Je croyais que je te protégeais. Ma voix resta ferme tandis que je déglutissais difficilement et demandais « Me protégeais-tu en me niant ?» En me transformant en ce fantôme à ta table, ses mains tremblèrent tandis qu'il tâtonnait le bord de son bureau et trouva finalement la photographie qui reposait sur son coin. Dans la photo, j'étais une adolescente timide avec les cheveux tirés en arrière et le sourire sur mon visage était figé dans le temps. Je n'aurais jamais pensé voir le patriarche inébranlable, Charles Williams, réduit à un homme tremblant devant sa fille. Il la tenait fermement comme si le verre pouvait se briser. Je me disais que le monde te briserait, murmura-t-il, son expression devenant sérieuse tandis qu'il pleurait, debout dans ce bureau sombre. Je réalisais que je n'avais pas besoin de son argent, de son domaine, ni même de son approbation. Je rencontrai son regard sans fléchir et dis « Je n'ai pas besoin de ton entreprise, ni de ton héritage. J'avais juste besoin que tu me voies. Et enfin, tu le fais. Pendant des années, j'avais imaginé lui crier dessus, lui prouver qu'il avait tort, et le forcer à me reconnaître. Tandis que nous revenions dans la salle à manger, je remarquai un changement dans l'atmosphère. L'air était brut, inconfortable et presque révérentiel, au lieu du poids de la fierté et de l'arrogance qui y avait été auparavant. Il sanglota ouvertement pour la première fois, ses épaules s'affaissant, sa main serrant la photo comme si c'était une bouée de sauvetage. Je me sentis aussi petite en sa présence pour la première fois. La discussion ne reprit pas immédiatement. Les fourchettes s'immobilisèrent à mi-bouche, et les verres restèrent intacts, tandis que mon père restait immobile, ses yeux baissés, trahissant un silence troublant qui avait longtemps hanté ceux qui l'avaient connu comme inamovible. Je regagnai ma place. Mais cette fois, je n'étais pas invisible. Émilie s'éloigna du côté de sa mère et s'assit à côté de moi.
Sa petite main effleura la mienne, et ses yeux scintillaient d'une combinaison de courage et de curiosité. Elle leva les yeux pour me regarder, et sa voix était ferme mais remplie d'émerveillement. Contrairement aux années passées, leur expression était celle d'une lourde réalisation. Plutôt que de rejet, je serrai doucement sa main tandis que mon cœur gonflait d'une fierté tranquille que je ne m'étais pas permise de ressentir depuis des années. Richard, qui était encore debout à l'extrémité de la table, s'éclaircit la gorge. « Un jour, murmura-t-elle, je veux porter l'uniforme aussi, comme toi. » Ces mots frappèrent plus profondément que n'importe quelle médaille ou cérémonie ne l'avait jamais fait. Tandis qu'il mesurait sa voix, il parla à mon père et la pièce retomba dans le silence une fois de plus. Mais cette fois, ce n'était pas étouffant. Il poursuivit en disant que l'héritage n'est pas écrit dans des registres ou caché dans des coffres, mais dans le courage et l'honneur que nous affichons, dans les décisions que nous prenons quand personne ne croit en nous, et c'est ce qui perdure. Au moment où je me tournais vers Émilie, je lui souris d'une manière qui transmettait à la fois du réconfort et un défi. Elle verrouilla ses yeux sur les miens, ses épaules légèrement voûtées, comme si elle comprenait plus que ses années ne le permettraient, et tandis que la nuit s'estompait, je sentis un poids se lever de moi, non parce que j'avais réclamé ce que mon père m'avait nié, mais parce que je n'en avais plus besoin. Si cette histoire vous a touché, j'apprécierai grandement vos pensées sur ce qui suit. Des choses que les parents ne vous transmettent jamais, des choses que l'argent ne peut pas acheter, des choses pour lesquelles vous devez lutter, des choses que vous devez porter seul jusqu'à ce qu'elles soient vôtres. Et quand vous vous tenez ferme dans cette vérité, vous réalisez que la valeur n'est pas mesurée en argent, mais dans les chemins que vous avez osé parcourir, même quand le monde vous a tourné le dos. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-nous où vous êtes dans le monde. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui ne connaît pas de frontières. Et si vous voulez vous assurer de ne pas manquer une histoire qui pourrait rester avec vous pour toujours, abonnez-vous à Relative Tension.